Encore une excellente et productive nuit pour l'aviation ukrainienne de longue portée. Dans la nuit du 21 juillet, les drones ukrainiens ont de nouveau frappé l'ennemi sur un front très large, allant de la région de Moscou et de Lipetsk jusqu'aux régions de Leningrad et de Rostov. Moscou tremble pour la 5e nuit consécutive à cause des sirènes et ferme ses aéroports, tandis qu'à Lipetsk, la zone industrielle près de la centrale thermique et de l'usine métallurgique est en feu. Et les entrepôts du plus grand marché en ligne russe, Wildberries, brûlent à tel point que les pertes se chiffrent déjà en milliards de dollars. Aujourd'hui, j'analyse le rapport complet des frappes nocturnes à travers la Russie. Cette nuit-là, c'était vraiment animé. Allons-y. Comptons ensemble à quel point nous avons appauvri les Russes, et encore une fois, rien que les frappes sur Wildberries ont déjà causé des pertes de plusieurs milliards de dollars. Et regardons la situation dans son ensemble. Et là, la situation est seulement compliquée pour les Russes, mais très simple pour nous. La Russie n'a plus de zone arrière sûre, et ils le reconnaissent eux-mêmes maintenant. Je m'appelle Alexei Pesci, examinons ensemble ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons les 300 000 abonnés, donc je vous serai personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Alors, je veux commencer cet épisode par une courte vidéo que des abonnés m'ont envoyée sur ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien vers celle-ci se trouve d'ailleurs dans la description de cette vidéo, allez-y, abonnez-vous. Cette vidéo montre à quel point les Russes, sont en fait déconnectés de la réalité. Ils ne comprennent toujours pas ce qui se passe réellement, et pour eux, je cite, « c'est comme s'il y avait la guerre ». Ce n'est pas qu'un mot, c'est vraiment effrayant. La nuit, tout le monde s'est réveillé en sursaut, sans comprendre ce qui se passait. Ils pensaient que la guerre avait déjà commencé. Tout le monde a eu très peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi donc? Pourquoi sont-ils venus ici? Que veulent-ils à Electrostal? C'est concevable. Il y a une ville juste à côté. Est-ce qu'on peut faire exploser ça, tous ces gens? Et fais-leur peur. Comment avez-vous réagi pendant ces événements? C'est juste effrayant. Vraiment, c'est comme si c'était la guerre. Voilà pourquoi. Il n'y a rien à dire. Y a-t-il un espoir pour l'avenir que cela cesse de se répéter? Ou bien faut-il s'habituer à vivre dans une telle tension? Non, mais tout le monde disait que tout cela finirait en 2028, on attend. 2028? Eh bien, au début, quand tout cela a commencé, tout le monde le disait. Donc on s'habitue. Que peut-on faire? Et ces gars qui sont là-bas, dans la zone, c'est encore plus dur pour eux. Et je ne peux pas comprendre pourquoi cela arrive, honnêtement. Bien que j'ai suivi plusieurs études supérieures et occupé un poste très sérieux. Pour moi, c'est très difficile. Je ne savais pas quoi faire, j'étais confus. J'ai même, parce que j'avais déjà entendu dire que toute la région de Moscou était en feu. Mais vous ne l'aviez pas vu vous-même, n'est-ce pas, avant cela? J'ai vu tous ces incendies depuis mon balcon. Bon, passons maintenant à l'essentiel. Je vais commencer par la région de Moscou. C'est là que se trouve actuellement le principal front de nos frappes à longue portée. Des frappes touchent la région de la capitale ennemie depuis plusieurs jours consécutifs. Et les complexes d'entrepôts de Wildberries, le plus grand détaillant en ligne de Russie, sont l'une des cibles clés de ces dernières nuits. Et cela est tout à fait logique car ces hubs assurent à la fois l'approvisionnement et la logistique sur laquelle repose l'économie de l'arrière, qui alimente cette guerre. Voilà. Quand les Russes ont commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux en disant « Mon stock d'une valeur de millions de roubles a brûlé, personne ne va me rembourser. Pourquoi les Ukrainiens ont-ils frappé les entrepôts? Moi, je n'ai rien à voir avec la guerre. » Regardez, c'est vraiment très simple. Quand vous auriez vendu ces marchandises, vous auriez au minimum payé des impôts, que Poutine aurait ensuite utilisés pour faire la guerre contre l'Ukraine. Donc tout cela est parfaitement logique. De plus, cette plateforme de vente en ligne faisait ouvertement la publicité sur sa plateforme de la vente de drones pour l'armée de l'occupant, de fibres optiques pour ces drones, de différents systèmes de largage de munitions, d'uniformes militaires et de tout un tas d'équipements purement militaires. Je vais ici récapituler, dans l'ordre, ce qui a été touché dans la région de Moscou ces derniers 100 jours pour montrer l'ampleur de la situation. Les drones ukrainiens ont réussi à frapper le hub logistique de Wildberries à Electrostal. Cela s'est passé à l'est de Moscou. Là-bas, il y avait une telle colonne de fumée qui montait jusqu'au ciel.
Ils ont frappé l'entrepôt de Wildberries à Kaledino, dans la région de Moscou, au sud de Podolsk. Les Russes, tant ceux qui critiqueront mon accent, je le dis d'avance, je me fiche totalement de la façon dont on nomme certains villages dans les marécages russes. S'il n'existait un pas, j'en serais heureux. Dans Podolsk même, dans le quartier de Lviv, pour info, des drones ont mis le feu à un dépôt pétrolier. En fait, en une seule nuit, on a compté 5 foyers d'incendie dans la région de Moscou. Un grand centre logistique a également pris feu dans le parc industriel des Portes du Sud, dans le district de Domodedovo. Un complexe de plus de 650 000 mètres carrés. C'est d'ailleurs un détail distinct qui rend cette cible particulièrement satisfaisante. Comme l'a découvert la publication de l'agence, le complexe des Portes du Sud est directement lié au fonds Talent et Succès. Son fondateur est le violoncelliste Sergueï Raldougine. Le violoncelliste Sergueï Raldougine, c'est le porte-monnaie personnel et un ami proche de Vladimir Poutine. Et le président du conseil de surveillance de ce fonds n'est autre que Vladimir Poutine lui-même. Autrement dit, les drones ukrainiens ont frappé directement les biens liés à l'entourage le plus proche du dictateur russe. La nuit du 21 juillet, Lipetsk a également été sérieusement touchée. L'alerte aux missiles et la menace de drones y ont été annoncées 2 fois dans la nuit. Autrement dit, l'ennemi ne dormait pas et sursautait à chaque sirène. Après les alertes, une série d'explosions a retenti dans la ville et un important incendie s'est déclaré dans la zone industrielle. Et d'après les données des communautés OSINT et des canaux de surveillance, ça brûlait dans la zone de la centrale thermique numéro 2 et du combinat métallurgique de Novolipetsk. La superficie de l'incendie est d'environ 2500 mètres carrés. Le chef de la région de Lipetsk, Igor Artamonov, a été contraint de confirmer un important incendie, comme il le dit, sur le territoire des sites de production. Eh bien, c'est une formulation vague derrière laquelle ils dissimulent généralement leurs véritables objectifs, et ici l'objectif est important. Selon les données ukrainiennes, la cible touchée est un site lié à la société métallurgique de Novolipetsk, c'est-à-dire une entreprise qui fournit de l'acier, y compris pour l'industrie militaire. Autrement dit, c'est ce dont l'ennemi se sert pour fabriquer des armes contre nous qui brûlent, et en plus la centrale thermique numéro 2 fournit essentiellement de la chaleur à la ville. Que les Russes s'habituent à vivre comme ils forcent les Ukrainiens à vivre, en les privant d'électricité et de chauffage pendant des années à cause de leurs frappes contre le secteur énergétique ukrainien. Qu'enfin ces Russes ressentent eux-mêmes ce que cela signifie. Comme on l'a vu au début de la vidéo, ils sont déconnectés de la réalité et ne comprennent rien à la situation. Surtout cette grand-mère. La grand-mère m'a amusé, celle qui dit « Mais quoi, comment ça? Vous êtes fous. Il y a des gens qui vivent ici et vous lancez des drones comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend ?» Bon, je n'arriverai pas bien sûr à imiter cet accent, mais vous avez compris l'essentiel. Et en parallèle, selon les médias russes, après l'annonce de l'alerte, la zone industrielle près de Lipetsk et le parc industriel dans la région de Leningrad ont pris feu. D'ailleurs, nos drones ukrainiens ont opéré sur une zone assez vaste. Du sud jusqu'à Saint-Pétersbourg, à des centaines de kilomètres les uns des autres. Bref, ils ont frappé de façon à ce que ça brûle partout. Et une autre bonne nouvelle, Moscou s'est défendu contre les drones pour la 5e nuit consécutive. Le maire de Moscou, Sobyanin, a comme d'habitude rapporté que la défense aérienne avait tout abattu aux abords de la capitale. Mais il n'y a aucune raison de croire à leur rapport. Pourtant, ils n'ont pas pu cacher un fait. Les aéroports de Domodedovo et Joukovski se sont de nouveau arrêtés. Des restrictions de vol ont été mises en place. Et chaque nuit comme celle-ci, c'est un nœud aérien paralysé. Des vols réguliers. Et un rappel évident pour les moscovites que la guerre qu'ils ont soutenue les a finalement atteints eux aussi. Et ensuite, nous voyons sur les réseaux sociaux ces visages de Russes en train de pleurnicher dans les aéroports. Et maintenant, ils vont trembler dans les couloirs à cause des explosions. Ça a aussi touché la région de Rostov. Dans le village de Kamenolomny, à cause des débris d'un drone, le toit de la gare ferroviaire a pris feu. Plus intéressant encore sont les conséquences sur leur logistique, selon les données des chemins de fer russes. Il a fallu éteindre l'incendie sur l'infrastructure ferroviaire avec un train de pompiers spécial. Cela en dit long sur l'ampleur de la situation. Au final, 26 trains de passagers ont été immobilisés avec un retard allant jusqu'à 4h30. Des drones ont également opéré au-dessus de Novochakhtinsk, Shakhty et Novocherkassk. Le chemin de fer, c'est tout de même le système circulatoire par lequel l'ennemi transporte vers le front du matériel, des munitions et de la chair à canon.
J'ai rencontré ces Russes qui s'obstinent à venir sur la terre sacrée d'Ukraine. Et frapper dans la région de Rostov, c'est encore plus sacré parce que de là, l'Ukraine est vraiment toute proche. Et maintenant, parlons séparément de l'argent. Ce sont justement les pertes de ces Russes qui soutiennent activement la guerre ou qui ne comprennent toujours pas ce qui se passe réellement. Je rappelle que Wildberries est la plus grande place de marché de Russie. Ces centres logistiques sont d'immenses entrepôts remplis de marchandises jusqu'au plafond. C'est de cela dont nous allons parler. Quand un hub de centaines de milliers de mètres carrés brûle, le calcul des pertes inclut aussitôt plusieurs éléments. Marchandises brûlées, bâtiments et équipements détruits, livraisons stoppées, activités arrêtées, autant de pertes. Et il est révélateur que non seulement les Russes se sont plaints, mais aussi la société Wildberries elle-même. La cofondatrice et directrice générale de Wildberries, Tatiana Kim, a qualifié cela de nuit terrible pour la Russie et pour toute l'entreprise. Comment ne pas trouver terrible que tes entrepôts partent en flammes les uns après les autres ? Et voilà, le magazine Forbes a calculé que rien que lors de la première nuit des attaques, le 18 juillet, des drones ont attaqué 2 grands entrepôts de Wildberries à Elektrostal, dans la région de Moscou, et à Kotovsk, dans la région de Tambov. Et rien que pour cette nuit du 18 juillet, les pertes de l'entreprise et des Russes en général sont estimées à 2,5 milliards de dollars. Encore une fois, cela concerne uniquement la nuit du 18 juillet. Je vais maintenant citer Forbes. Il est encore difficile d'estimer les pertes de l'entreprise elle-même. Les experts estiment qu'il faudra dépenser environ 30 milliards de roubles pour restaurer les entrepôts. Et une estimation prudente, je souligne prudente, des stocks de marchandises qui étaient entreposés peut aller jusqu'à 170 milliards de roubles. Autrement dit, pour couvrir entièrement les dommages, même selon les premières estimations, il faudrait une somme supérieure au bénéfice net de l'ensemble du groupe Wildberries RUS, qui s'est élevé à 175 milliards de roubles en 2025 août. Autrement dit, tout ce qui a été gagné en 2025 devra être dépensé pour la restauration. L'entrepôt à Elektrostal, l'un des plus grands centres logistiques de Wildberries, d'une superficie de 250 000 m², et l'entrepôt à Kotovsk, d'une superficie de 108 000 m², a été mis en service, tout juste l'année dernière. Et voilà que la société unifiée Wildberries Rus, qu'on appelle RWB selon les experts, a perdu près de 10% de ses biens immobiliers d'entrepôt. Eh bien, nos attaques s'expliquent très simplement. Zelensky et l'état-major des forces armées ukrainiennes déclarent que les frappes à longue portée visent des infrastructures logistiques importantes et que les hubs attaqués étaient utilisés par l'ennemi pour l'équipement, l'approvisionnement en composants pour la production de drones et d'équipements de navigation. Je le dis tout de suite, si jamais les Russes regardent et demandent « Pourquoi nous avons frappé ?», c'est vous qui l'avez inventé. Je rappelle que les sauvages occupants russes détruisent depuis plusieurs mois d'affilée les hubs de Nova Pochta en Ukraine, des hubs postaux. Qu'en pensez-vous ? Il faut comprendre que ces entrepôts Wildberries ne sont pas des entrepôts civils, comme le hurle actuellement la propagande russe, mais des maillons de la logistique militaire. Tout est justifié et, comme vous pouvez le voir, les pertes sont considérables. D'ailleurs, personne n'a l'intention de verser des compensations aux Russes pour les marchandises perdues, bien sûr. Je l'ai déjà dit, je le répète et je le redirai encore. Le Kremlin et toute la haute direction russe se moquent complètement du citoyen russe ordinaire. Et c'est pourquoi la principale conclusion d'aujourd'hui est la suivante. Les drones ukrainiens ont ouvert une nouvelle zone de frappe sur le territoire de la Fédération de Russie. Autrement dit, la Russie n'a plus d'arrière sécurisé. Rien que la nuit dernière, des frappes ont eu lieu sur une vaste zone géographique en même temps. La région de Moscou, Lapetsk, la région de Leningrad, Rostov, Vladimir, et ainsi de suite. Autrement dit, la géographie est assez vaste. Ce ne sont plus les zones frontalières, mais l'arrière profond, cœur industriel et logistique du pays. Quand en une nuit, ça brûle à 40 km de la frontière et à des centaines de kilomètres à l'intérieur. Cela signifie que, dans l'ancien sens du terme, les Russes n'ont plus d'arrière. Bilan. La région de Moscou ces 2 dernières nuits. Ce sont les entrepôts Wildberries en feu, le dépôt pétrolier incendié à Podolsk.
Le hub incendié Porte Sud, lié aux intérêts financiers de Poutine, a également brûlé, à Lipetsk. Un incendie sur 2500 mètres carrés près de la centrale thermique numéro 2 et du complexe métallurgique qui produisait de l'acier pour leurs armes. Et à Moscou, 5e nuit sous les drones, arrêt à Domodedovo et Joukovski, région de Rostov. La gare en feu à Kamenolomni et 26 trains retardés. Région de Leningrad et Vladimir. Là aussi, il y a eu des frappes. En général, les pertes, surtout pour Wildberries, se chiffrent déjà en milliards de dollars, c'est-à-dire l'Ukraine. Méthodiquement, elle ramène la guerre là d'où elle est venue, c'est-à-dire au cœur de l'arrière russe, et elle ne le fait plus de façon ciblée, mais sur une large zone géographique, et cela en une seule nuit. Quant aux Russes, comme un troupeau stupide, ils continuent de ne pas comprendre ce qui se passe réellement. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.